C'est parti. Merci Manu d'être présent aujourd'hui, nous parler du Vision OS. Je te laisse démarrer, faire l'intro parce qu'on est déjà à la bourre. Ah, voilà, ça marche mieux comme ça. Ok. Bon, merci, bienvenue d'être là. Je vous cache pas, ça va être fun parce que même si je suis francophone, je crois que c'est la première fois que je donne ce talk en français. Donc ça va être intéressant. Alors j'ai plusieurs titres pour ce talk. Et il y en a un, c'est comment avoir des visions sans devoir prendre de drogue. C'est un peu un jeu de mots parce que j'habite en Allemagne et chez nous maintenant c'est légal. Il y avait mon vrai nom, mais mon pseudo c'est Stuff depuis pas mal d'années. Donc je suis un francophone d'origine espagnole né en Belgique qui vit en Allemagne et qui parle un tout petit peu italien et un tout petit peu à l'arabia aussi, mais vraiment un tout petit peu celui-là. Donc yes, ya, oui, ça, nam. Et puis en fait quand j'étais petit j'avais toujours eu deux passions. En fait c'était d'un côté mon Commodore 64. Donc malheureusement, voilà, ça calme sur l'âge. Et le hip-hop. Et c'est pour ça que des fois j'appelle Vision OS aussi iOS. It's just me, myself and I. J'ai démarré il y a quelques années un podcast qui s'appelait Pomcast. Et c'est marrant parce que c'était le premier podcast francophone pour la communauté Mac. Et c'est sympa parce que ça m'a donné un peu un démarrage dans cette communauté. J'étais pas dev du tout Mac, Cocoa à l'époque. Je faisais du C#. J'étais très agréablement dans mon garbage collector et puis après j'ai dû apprendre à gérer la mémoire avec Objective-C. Puis après il y a l'iPhone qui est arrivé, il y a Swift UI, puis il y a Vision OS. Et à partir de là vous pouvez peut-être déjà voir une espèce de pattern, c'est-à-dire que je suis toujours sur le dernier truc qui vient de sortir en fait. C'est un peu ce que j'aime. Après, c'est pour ça que c'est sympa d'être talk juste avant dans la salle Jules Verne, parce que j'ai un peu un problème dans ma vie, c'est que d'un côté je suis très intéressé par la technologie, d'un autre côté je suis aussi très impliqué éthiquement et politiquement depuis 13 ans. Donc ça tombe bien, j'avais un t-shirt bleu, on m'a dit que les speakers étaient en bleu. Et voilà, j'ai un amour pour, entre autres, des thèmes comme le véganisme. Et justement, c'est sympa parce que après avoir pendant des années été dev, l'année passée, j'ai essayé un truc et je me suis vautré comme une merde, mais ça fait partie du succès. J'ai essayé de terminer au Parlement européen. Finalement, c'est pas si mal que ça que je me suis vautré parce que de toute façon, j'y serais pas rentré, vu les scores qui ont été faits la semaine passée. Donc je suis revenu et j'ai fait pas mal de choses ces dernières années, notamment j'ai écrit un livre sur la protection de la vie de données, privacy et iOS, et je lui ai donné un bon bullshit title. Pour la petite histoire, au début ça devait être le sous-titre Karma Based, et c'est l'éditeur qui m'a dit non, on va en faire le titre. Moi j'ai dit ah quand même, gutsy quand même. Et du coup c'est pour ça que je parle en général aussi d'éthique, mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de choses relativement techniques. Et la première question, j'ai oublié de dire qu'il y avait de l'audio dans mon talk, donc il faut que je vérifie si la sortie, je suppose, est en HDMI, ou est-ce qu'on... Ouais, ok, c'est ce que je vais faire. Il faut que je trouve le pointeur déjà. Vous le voyez, vous? Ouais, vous le voyez, mais moi pas. Il est là, je l'ai trouvé. Tac. C'est où ce truc? Sound, voilà. Waouh, Crestron, c'est ça, hein? Voilà, nickel. Et donc, la question qui tue, c'était, on se demandait pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce fameux Vision Pro. Et du coup, je vous ai amené 2-3 petites vidéos. La première, c'est une des idées de ce qu'on pourrait faire avec le Vision Pro. On va regarder ça. Je vous ai mis cette vidéo parce que c'est rigolo parce qu'en fait, quand le Vision Pro est arrivé, qui a été annoncé, la première réaction des gens c'était de dire on va jamais porter ce truc dans la rue. Ouais, mais il y a des dingues comme Casinestat qui l'ont fait. Alors je vous confirme qu'on va jamais porter ce truc dans la rue, en tout cas pas tout de suite.
Mais je vous confirme que dans 4, 5, maximum 10 ans, ça va être un truc tout à fait normal. Et pour ceux qui ne me croient pas, imaginez-vous le délire qu'on fait, les AirPods à l'époque, on a dit ça ressemble à rien, on dirait un casque avec des fils coupés, enfin plein de choses ainsi. Donc on va regarder dans ce talk, on va regarder deux choses. La première chose, c'est on va s'intéresser au Vision Pro en lui-même, le matos, que certains d'entre nous qui ont un peu le cash vont pouvoir enfin avoir en Europe sans devoir faire une catastrophe écologique, c'est-à-dire prendre un avion pour aller en chercher un à New York. Et le Vision Pro, il a pas mal de choses, notamment, qui pour nous les devs sont assez intéressantes, notamment un grand groupe de sensors, de caméras, et donc on verra tout à l'heure combien il y en a. Il y a aussi ce qu'on appelle le spatial audio, c'est-à-dire que de là, il y a vraiment du son qui sort, donc si, a priori, si vous ne voulez pas qu'on entende un tout petit peu au moins ce que vous entendez autour de vous, le mieux c'est de porter un casque, on en reparlera. Il a aussi deux petits écrans qui sont chacun 4.5 K, on en reparlera encore, c'est de l'OLED. Et il a ce qu'on appelle le light seal, c'est-à-dire le truc qui est conforme à votre tête. Et il s'avère qu'on n'a pas tous la même tête, donc il y en a 28. Donc ce serait une erreur terrible de dire je vais en prendre un, peu importe lequel, donc je vais commander sur internet, machin. C'est pour ça que quand vous commandez un Vision Pro, la première chose qu'ils font, c'est scanner votre tête, parce que votre light seal ne sera pas forcément le mien. Et enfin, il y a le Solo Knit Band avec Fit Dial, c'est ce truc-là qu'on a vu tous au début, qui ressemble un peu, ça se fixe avec un peu comme un casque de vélo, mais sauf que c'est pas derrière, mais c'est sur le côté. Et ça, c'était la première version. Et après, ils nous ont sorti cette horreur qui est le Dual Loop Band, que je vais vous montrer dans le prochain slide. Il paraît que ça se porte mieux, que c'est plus agréable. En tout cas, il ne va pas gagner un prix de mode. Au niveau batterie, c'est 2 heures d'utilisation ou toute la journée si vous êtes branché. Parce qu'en fait, finalement, quand vous allez bosser dans un setup typique face à un mur, par exemple, vous pouvez être branché toute la journée. Si vous portez des lunettes, vous pourrez aussi mettre votre prescription et avoir les lunettes directement. Ceci dit, je vous le dis tout de suite, si vous portez des lunettes, vous allez passer votre journée à enlever vos lunettes, remettre vos lunettes, enlever vos lunettes, remettre vos lunettes. Bon, dans quelques années, le problème sera réglé parce que vous porterez toute la journée de toute façon, sauf pour dormir votre Vision Pro. Et enfin, il y a la Digital Crown. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien chez Apple, c'est qu'ils recyclent des concepts. Ça, c'est rien d'autre que la crown que vous avez sur votre Apple Watch, juste un peu plus gros. Et ça contrôle le level d'immersion dont on reparlera. Et enfin, il y a un autre bouton qui ressemble fortement à un bouton d'iPhone ou d'iPad. Et celui-là, ça vous permettra entre autres de prendre des special videos ou plein de choses ainsi. Et si vous appuyez sur les deux boutons en même temps, je vais vous montrer une autre vidéo. Un truc sympa qui se passe, c'est si jamais vous avez une application qui a été mal programmée et qui bloque, vous allez pouvoir la force quitter comme ça. Down both of them for a couple of seconds and you have the slide to power off. So you just slide it by pinching it to the right and it will power off. Donc ça, c'est une vidéo sympa avec un mec qui doit encore apprendre à slider. Mais c'est juste pour vous dire que si vous voulez économiser de la batterie sur votre Vision Pro, il y a une option qui est aussi de l'éteindre tout simplement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. À l'extérieur, on va voir maintenant les caméras, on va s'intéresser plus proche des caméras. À l'extérieur, vous avez des sensors qui sont ces espèces de pins que je vous ai mis là, qui sont des sensors True Depth, il y en a 4. Les L, c'est le lidar, donc le truc qui envoie et qui récupère pour savoir la profondeur de la pièce. Les flèches que je vous ai mis, c'est ce qui traque vos mains et votre tête, principalement vos mains. Donc il y a 6 caméras qui regardent en face, sur le côté, en bas. Donc vos mains, elles seront tout le temps vues par le Vision Pro, sauf si vous les mettez derrière votre dos. Et il y a finalement 2 caméras HR, qui ont plus d'1 milliard de pixels par seconde, qui sont à cet endroit-là, quoi. Voilà, je crois que j'ai un truc magique ici. Voilà, j'ai Magic Wand ici, mais elle marche pas. Voilà, voilà. Ça, donc c'est ceux-là, quoi. Et au final, il y a aussi beaucoup d'infrarouge là-dedans aussi. À l'intérieur, il y a
Je sais, c'est un peu spooky, mais il y a effectivement 4 caméras, donc 2 par œil, qui traquent où vos yeux regardent en gros. Et il y a une pattern qui est envoyée directement dans votre rétine pour traquer tout ça. Et au final, il y a 23 millions de pixels. Ça calme. Ça fait en gros un iMac dans chaque œil. Au final, si vous avez compté avec moi, vous allez voir qu'il y a 12 caméras sur le Vision Pro. Donc c'est pas mal quand même. Maintenant, on va voir l'extérieur, parce que là, je vous ai parlé de l'intérieur. On va voir l'extérieur. L'extérieur, c'est ce qu'ils appellent le EyeSight. C'est ce qui montre vos yeux. Merci Apple de nous perturber fortement avec le nom des trucs, parce que le EyeSight et la EyeSight, à ne pas confondre. Et donc, en fait, ce truc, c'est... moi, la première fois que j'ai vu le Vision Pro, je me souviens à l'époque, je me suis dit, ah, c'est cool, on voit les yeux, donc c'est les yeux de la personne derrière. Non. Il y a un écran, et donc c'est votre personnage qui reflète ce que vos yeux ressemblent, ce à quoi vos yeux ressemblent. Ce qui est sympa, c'est que c'est souvent comme ça chez Apple, c'est que c'est pas juste pour faire beau, c'est aussi, il y a un côté UX derrière, c'est-à-dire ça vous dit si je suis en train d'utiliser une app ou si je suis totalement immersé. Si vous voyez mes yeux, ça veut dire que je vous vois, en gros. Et si vous voyez pas mes yeux, si vous voyez une espèce de nuage bizarre, bleu, ça veut dire que je suis complètement immersé et que je vous vois pas, en fait. Alors, il faut rajouter que on voit pas très bien parce qu'il y a un peu... c'est un peu trop clair dans le truc, mais cette photo, c'est vraiment du marketing parce que la réalité, elle est un peu différente, elle est moins cool que ça. Mais bon, je pense que de temps en temps, et voilà, il faut cheater un petit peu quand même. Fake it until you make it. La vérité, on va la regarder maintenant avec une vidéo qui est un peu plus longue, mais qui est super intéressante de CNET, où on voit vraiment comment ça se passe à ce niveau-là. EyeSight is a wild technology that puts your eyes on the outside of the Vision Pro. It's animating the eyes real time from the same scan data that was used to create the persona, my avatar, that I use in FaceTimes. I am impressed that it kind of is very reactive, but it isn't as clear as I hope it would be. I'm kind of like, can you see me? I kind of want to squinch a little bit, like, hey, are you in there? So do you see me blinking like this? You know, at certain angles, I can't. Just Scott's in there somewhere. Right. Just. Can you hear me? Deep down, right. I'm going to open up a grid of apps. Okay. What do you see now? It's much brighter, like this blue haze, right? Okay, so did I disappear? I see your eyes with the haze. Now, so I can tell you're still able to see me, but you're clearly in something. If I do this and bring up my whole... Oh, Scott's going away. Now I'm in Joshua Tree. Where am I? Yeah, now I can definitely tell that you are not able to see me. You appear... When I look at you, you begin to sort of like ghost in a little bit. Oh, I'm a ghost. Yeah, you're ghosting in there. Hello. It's just me in your virtual land, paying you a visit. Hi, Bridget. Donc je vous avais prévenu qu'elle est rigolote. Ce que j'adore de cette vidéo, hormis le fait qu'elle est très sympathique et qu'ils sont tous les deux très sympathiques, c'est que ça donne bien le rendu de quand quelqu'un apparaît. Moi j'ai eu la chance d'être chez Apple à Munich au mois d'août et donc d'avoir déjà le casque sur mes yeux. Et effectivement, une des premières expériences que tu as, c'est que quand quelqu'un s'approche, même si tu es en immersion, la personne s'approche. Alors moi, je suis relativement nouveau dans tout ce qui est technologie AR, XR, comme beaucoup de devs iOS, mais les gens qui font ça depuis 10 ans et qui se galèrent avec différents casques depuis 10 ans, ils m'ont dit c'est pas nouveau, c'est un concept, c'est entre autres pour éviter que tu prennes quelqu'un en face de toi ou un mur par exemple. Donc il faut te sortir de l'immersion suffisamment assez tôt avant d'avoir la même chose que Kylian Mbappé hier dans le match. Voilà. Ceci dit, je suis belge, nous on joue avec les mains apparemment. Donc voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau processeur et plein de choses ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a deux chips super importantes. Apple a décidé de séparer les chips, ce qui est plutôt smart. D'un côté, ils ont une chip assez classique M2 qui s'occupe de Vision OS, de ACV, de vous fournir les graphiques. Et d'un autre côté, la chip vraiment révolutionnaire, c'est le R1 qui processe les inputs, qui a donc les 12 caméras, les 4 sensors, les 6 micros, parce que ça j'ai oublié de vous dire, mais il y a 6 micros. Donc Siri vous entendra, vous inquiétez pas.
et elle stream les images au display à moins de 12 millisecondes. Alors, si vous avez la comparaison par rapport à d'autres casques, ce chiffre est énorme. 12 millisecondes, c'est énorme. La majorité des autres casques se battent dans le rang des 30-35 millisecondes. Et c'est pour ça que la première critique qu'on a quand on parle de casque de réalité virtuelle, c'est « ouais, mais je vais vomir, je vais me sentir mal, machin, tralala ». Oui, si vous avez 30 millisecondes de réaction, vous allez vous sentir très mal parce que votre cerveau ne va pas comprendre ce qui se passe. 12 millisecondes, c'est 8 fois plus rapide que quand vous clignez des yeux, et votre cerveau il va capter que dalle. Il n'y aura aucune différence, donc vous vous sentirez normalement pas mal. En tout cas, moi, j'ai jamais eu ce genre de problème. Donc voilà. Alors, évidemment, la question qui tue quand on parle de M2, c'est ouais, mais quand est-ce qu'il arrive la version avec le M4? Et je vous le donne en mille, jusqu'à il y a quelques semaines, sur ce slide, il y avait un M3. Donc voilà, maintenant le M3 c'est bon, là c'est fini, je crois. Le prochain casque, c'est assez sûr qu'il aura du M4. Et la question qui va tuer, c'est la R2. Voilà, donc quelle sera l'évolution? Ne nous posons pas trop ce genre de questions maintenant, parce que moi, la semaine prochaine, je vais commander un casque de cette génération-là. Donc si Apple me le met à jour un mois après, je vais être un peu vénère. Donc je pense que de toute façon, on va rester avec ce casque pendant encore quelques mois, si pas un an carrément. Apple a fait quand même pas mal d'investissements, donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo qui est Screw, Screw, Screw. Donc, c'est une vidéo de démontage de iFixit qui est assez intéressante parce qu'elle vous montre la folie au niveau technologique à l'intérieur de ce casque. Screw bracket, connector, 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 connector times 2, connector, 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 screw, 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 and finally, a stubborn connector. The board is canted at this. Donc, screw, 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 il y a quand même beaucoup de vis là-dedans. La vidéo s'arrête sur, en gros, la carte mère, en gros, dans lequel il y a, alors je me souviens plus du quel côté il y a le R2 et le R1, pardon. Et le M2, mais en gros c'est là-dedans, quoi. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs. Est-ce qu'on se réessaye, on se retente pas pour cette vidéo là, mais pour la prochaine vidéo, est-ce qu'on retente l'audio ou pas? Non? Ok, pas. On me fait des signes, on me dit dans l'oreillette. Alors ok, je vous ai parlé du hardware, maintenant on va parler de software. Donc il y aura de temps en temps des petites vidéos que vous verrez comme ça sur le côté qui vous montrent ce genre de choses, le genre de choses qu'on fait. La première chose dont on va parler, c'est la compatibilité software. C'est-à-dire que si vous avez des apps, la majorité des apps iOS vont tourner relativement bien. C'est-à-dire que si vous avez une app iPad, elle va être plutôt affichée en landscape, donc comme ça, quoi. Et si vous avez une app iPhone, elle va plutôt être affichée en portrait, mais vous pourrez toujours, évidemment, avec le bouton là, faire une rotation, enfin qui n'est pas une rotation parce que c'est un fade. Franchement, j'aurais trouvé une rotation plus sympa, mais Apple a décidé de faire un fade. Alors la seule chose, c'est si vous faites de l'iOS, si votre projet target encore des API qui sont avant iOS 14, arrêtez tout de suite. Je ne sais pas ce qui se passe, mais soit il faut changer de job, soit il faut reformater le code, parce que iOS 13 quand même, c'est juste après les dinosaures. Donc voilà. Et ensuite, l'autre truc, par contre, qui est plus gênant, ça dépend de votre code. Mais évidemment, il n'y a pas de UI Device Orientation parce que vous n'allez pas tourner la tête, quoi. Et surtout, il n'y a pas de UI Screen. Alors, je vous dis ça parce que moi, j'ai un pote et moi, on bosse sur un projet qui gère, qui vous affiche la production de vos panneaux solaires. Et dans son code, il s'avère qu'il y avait beaucoup de UI Screen, je crois, surtout pour la version Mac. Et là, il va falloir que vous enlevez toutes vos références à UI Screen parce qu'il n'y a pas de concept de screen sur un Vision Pro. Et ensuite, le UI Tab Bar. Alors ça, c'est marrant parce qu'elle n'a pas de leading et de trailing. Elle est à gauche, en fait, et elle est de en haut à en bas. Et si vous êtes sur une tab bar et si vous avez fait des fois des supports de RTL, de right to left, vous saurez que par exemple quand vous voulez traduire votre app par exemple en arabe ou en hébreu, ça va changer. Donc le premier élément sera à droite. Et heureusement, j'ai fait des recherches. Il y a une seule langue dans l'univers où on écrit de bas en haut, et c'est parlé par à peu près 6000 personnes. Ça s'appelle le Tagbawa. Donc je suis désolé pour eux. Donc ça, on est plutôt safe à ce niveau-là. Et finalement, pas d'utilisation du pencil. Si vous avez du code qui fait quelque chose avec le pencil, vous devrez faire un pound if iOS, enfin OS et pas Vision OS, et faites autre chose. Mais je vais vous expliquer dans 2 secondes ce qu'on fait si vous avez du code qui fonctionne en pencils. Avec quels outils vous allez bosser? Vous allez bosser avec Xcode 15.4, qui est la version actuelle
si vous faites VisionOS 1.2, mais si vous voulez faire du VisionOS 2, ce qui est tout nouveau, tout frais, d'ailleurs entre parenthèses, il y aura 2-3 trucs sur VisionOS 2, mais tout le talk ne sera pas sur VisionOS 2 parce que c'est tellement frais. J'ai déjà regardé toutes les vidéos WWDC sur VisionOS, donc je sais à quoi m'attendre, mais j'ai pas encore tout processé. Et donc il n'y a pas d'Intel. Si vous avez encore un Mac Intel, je suis désolé, si vous voulez vraiment jeter un œil à ça, trouvez 15.0 Beta 8. Et ça marche, mais c'est du VisionOS 1.0, enfin pré 1.0. Ça c'est un peu nul de la part d'Apple, c'est-à-dire qu'ils auraient pu dire dès le départ, voilà, il vous faut un Mac Silicon. Non, ils nous ont fait croire que. Et après, juste avant de le sortir, ils ont dit non, c'était une blague. VisionOS Simulator, lui, il est vraiment pas mal, mais il a le support des anchors, c'est-à-dire tous les éléments qui sont dedans, des tables, des murs et tout ça vont apparaître vraiment dans le VisionOS Simulator. Et maintenant, en plus, c'est sympa, depuis VisionOS 2, il y a un FaceTime Simulator, c'est-à-dire si vous faites une application en SharePlay, où vous allez voir les personnages qui sont donc à partir du le dessus de la tête. Là, j'ai une théorie par rapport à ça, c'est je pense que d'année en année ou de mois en mois, on va prendre de plus en plus de corps et au bout d'un moment, on aura la personne entière. Mais pour l'instant, c'est là à peu près que ça s'arrête. Alors, il y a ensuite deux apps qui est Reality Composer sur iOS et Reality Composer Pro sur Mac. Et maintenant, depuis cette année, avec un debugger qui est assez sympa, vous pouvez mettre des breakpoints dans vos animations et tout ça. On en reparlera un peu. Il y a un truc qui s'appelle Reality Converter Beta qui est en bêta depuis 2 ans. Donc je sais pas ce qu'ils font chez Apple. Ça convertit plein d'objets que vous pourrez trouver sur Internet, des OBJ, des GLTF, des trucs ainsi, ou des USD, par exemple en USDZ. Ceci dit, même Apple recommande d'utiliser plutôt un vrai outil genre Blender ou Maya ou des choses ainsi, où vous pouvez exporter, voilà. Mais là, a priori, il vaut mieux avoir un designer, quelqu'un qui s'y connaît en 3D, qui va vous faire des beaux robots 3D, tout ça. Finalement, il y a un dernier tool dont je vais vous parler qui s'appelle Parallax Previewer, qui est sympa parce que ça vous permet de previewer votre icône en 3D. Et en bas, sur les slides, vous aurez le lien vers un GitHub qui n'est pas de Apple, qui est de Tracy Henry, qui est sympa, qui est un sample code qui vous montre comment placer des éléments sur une table et des choses ainsi, surtout les encores et tout ça. Donc c'est assez sympa. Il y a une nouveauté d'ailleurs depuis cette année de la part de Apple, c'est que vous pouvez déplacer en mode immerse n'importe quel élément, le sticker sur une table et des choses ainsi. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Ça manquait en fait. Au niveau debugging, voilà le genre de choses que vous avez. Vous avez plein de possibilités dans le simulateur. Ne mettez pas des trucs en face de vous. C'est une recommandation qu'Apple vous donne, notamment parce que d'abord c'est très gênant si vous avez un truc fixe en face de vous, donc si vous bougez, ça reste tout le temps en face de vous. Et ensuite, si vous faites un truc rigolo, c'est que nous on avait fait un projet avec un pote, où on avait fait un truc de debug, et dans le simulateur on avait mis un truc fixe en haut à droite. Qui était un panel qui nous donnait des informations sur ce que je vois, tout ça. Et après, on l'a fait tourner sur le device et on ne le voyait pas, notre panneau. On ne l'a jamais vu. C'est parce qu'en haut à droite, ça n'existe que dans le simulateur. Votre champ de vision, il est comme ça, en fait. Ça, c'est assez vache si vous faites un truc dans le simulateur. Tout ce que vous voyez en haut à droite dans le simulateur, ça n'existe pas en vrai quand vous aurez le casque sous les yeux, donc pensez à ça. On a cherché longtemps avant de réaliser qu'il était là, mais on ne le voyait pas. Et ensuite, vous pouvez utiliser Sidecar pour projeter votre Xcode sur le Vision Pro. Et même d'ailleurs, depuis cette année, vous pouvez aussi avoir plusieurs écrans. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Pas plusieurs écrans, mais un écran plus grand. Au final, il y a tout ce qui est Occlusion Mesh, Surface, tout ça. Vous voyez ça, je vais vous mettre un screenshot juste après. Et comme je le disais tout à l'heure, maintenant, il y a Reality Kit Debugger depuis VisionOS 2, ce qui est assez génial. Ça, c'est un screenshot justement qui vous montre 2 choses dont j'ai parlé avant, qui sont d'une part que tu peux mettre par exemple des éléments sur un mur, sur une table, et de dire donc voilà tout ça. Et ensuite il y a le mesh que vous voyez à gauche. C'est deux screenshots qui sont faits dans le simulateur, mais en vrai, si vous avez le casque, si je le vois ici maintenant, je vais vraiment scanner la pièce en real time. On va parler un tout petit peu de l'icône. L'icône, il est fait à partir de 3 images 1024 par 1024, tout simplement, qui sont superposées les unes sur les autres. Le background, j'ai fait un petit report à Apple en leur demandant, s'il vous plaît, donnez-nous la possibilité de mettre juste une couleur, parce que pour l'instant, ce que je fais, c'est que je démarre genre Photoshop, je fais un truc tout blanc ou tout bleu, et je le sauve en tant que PNG, c'est un peu nul.
Le middle et le front, par contre, c'est des images que vous allez pouvoir arranger comme vous voulez, avec la possibilité de les faire plus petits, plus grands, tout ça, machin, tralala. Et ensuite, je vous donne un conseil. Je ne sais pas si les designers vont m'aimer quand je leur dis ça, mais il y a SF Symbol qui vous donne quand même entre-temps genre 6000 ou plus, enfin plein d'icônes, et vous pouvez exporter tous ces icônes, vous faites copy image as, et ensuite vous faites paste dans preview, vous sauvez ça, et vous pouvez vous-même faire vos icônes à l'arrache assez vite. Alors on va regarder un petit peu dans le détail comment ça se passe au niveau UX, au niveau navigation. Encore une fois, là il y a des petites vidéos d'Apple à gauche qui vous montrent comment ça s'utilise. Navigation, d'abord c'est en utilisant vos deux yeux et vos mains et votre voix. Alors pourquoi j'ai mis 2 points d'interrogation? J'ai un pote qui a cette maladie particulière, entre guillemets, que certaines personnes ont, où ses yeux des fois fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Et je ne sais pas si entre-temps Apple a réglé le problème, mais au début ça perturbait visionOS de manière phénoménale parce qu'il ne savait pas où il regardait. Parce que si vos deux yeux ne regardent pas au même endroit, ben c'est un problème, si tu veux, tu as 2 pointeurs en fait. Donc voilà, je ne sais pas s'ils ont réglé ce problème-là, mais au niveau de gesture, tu as tap, donc on voit que elle tape et elle pinch, elle rotate, plein de choses ainsi. Alors c'est bizarre quand on voit au début des gens se balader avec le casque et taper n'importe où, on ne sait pas ce qu'ils font. Et surtout, vous n'avez pas besoin de taper devant vous, vous pouvez juste laisser vos mains où elles sont, du moment que le Vision Pro les voit. Si vous êtes assis, typiquement sur votre cuisse, et là, ça va fonctionner. Ceci dit, il y a 2 façons d'interagir avec le Vision Pro, c'est soit vous regardez et vous tapez, soit vous touchez littéralement. Vous pouvez carrément amener l'app chez vous, ce qui est vraiment sympa, vous avez un énorme iPad en gros, et vous pouvez toucher les éléments si vous voulez. Même chose avec le clavier, vous pouvez soit taper comme Casey Neistat, soit je vous recommande plutôt de regarder la lettre que vous voulez toucher et de taper avec vos doigts. Ça va vachement plus vite en fait. Justement à propos de keyboard, puisqu'on en parle, le clavier virtuel, bon, ça reste un clavier virtuel, c'est jamais la fête. C'est pas mal, mais c'est pas la fête, donc je vous recommande plutôt d'utiliser un clavier, tout simplement Bluetooth. Mouse ou trackpad. Alors ça c'est marrant parce que je réalise justement ce matin je lisais une news de Mac Génération où MKBHD a interviewé Tim Cook et lui a demandé ce qu'il pouvait dire sur le Magic Mouse. C'est un peu vache comme question quand même. Soit il a sorti un truc, mais ce qui est marrant, c'est que le Magic Mouse n'est pas supporté sur le Apple Vision Pro, peut-être parce qu'eux-mêmes, ils ont découvert que ce n'est pas la souris la plus phénoménale de l'univers. Donc le trackpad, par contre, je vous le recommande. Alors, si vous vous demandez comment ça fonctionne un trackpad en 3D, en fait, ça ne fonctionne pas en 3D, ça fonctionne en 2D. C'est-à-dire que le trackpad et le clavier vont être actifs dans la fenêtre que vous regardez. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, ils sautent automatiquement là où vous regardez, en fait. Au niveau navigation, on continue un petit peu avec notamment les game controllers. Donc si vous êtes un joueur, vous pourrez tout simplement utiliser votre game controller normal. Et tout à l'heure on parlait du pencil. Alors pour le pencil, vous utilisez tout simplement votre doigt. Et il y a une app, une démo app cette année qui s'appelle Reality Clip Drawing App. J'en parlerai encore tout à l'heure, qui vous montre comment programmer ça, d'utiliser, de drawer en live dans la pièce. Alors, comment ça se passe au niveau interaction? C'est quand tu regardes une partie de l'élément, ça hover en fait. Donc, en gros, là, je vous ai fait un petit sample app où imaginez que la souris, c'est l'endroit où mes yeux regardent, tout simplement. Et donc, en fait, au niveau code, là, maintenant, on va encore écrire un tout petit peu de code quand même. Vous avez un bouton qui automatiquement va overer quand je vais regarder dessus. C'est le truc qui est en bas. Par contre, si vous avez autre chose, comme par exemple ici en SwiftUI, bêtement une hatch stack qui a quelque chose dedans, peu importe c'est quoi, en haut c'est juste du texte, vous pouvez lui mettre ce qu'on appelle un content shape avec un over effect, et d'ailleurs vous pouvez faire un over effect donc sur un truc qui normalement n'aurait pas été automatiquement quelque chose qui aurait une réaction UI. C'est pas parce que vous mettez un over effect qu'il y aura une action qui sera faite sur le bouton. Là, si je clique sur le bouton, il ne se passera rien en fait. Enfin, sur le texte, pardon. C'est juste qu'on peut savoir qu'on peut le faire. Alors depuis visionOS 2, c'est plus sympa parce qu'on a des trucs, je ne vais pas rentrer dans le code en détail, mais ce qui est intéressant, c'est, je crois qu'après, je vous fais, et comme ça, je crois que si je tape encore une fois, voilà. Ce qui est intéressant, c'est le code over effect avec un scale effect que j'ai fait là, donc c'est
C'est pas très très beau parce que j'aurais dû avoir un peu plus de padding autour. Juste tout ça pour vous dire que depuis VisionOS 2, il y a d'autres choses que juste cet effet spotlight. Parce que moi, cet effet spotlight, je le vois pas très bien des fois. Donc il y a moyen de faire des trucs plus sympas. Donc, raise your glass, c'est le moment. Je vous laisse 3 secondes regarder ce code. Et pour vous montrer, pour vous dire un truc, c'est que le color scheme de VisionOS, si vous avez une app iOS, c'est dark en fait. Mais les apps compatibles, elles utilisent light. C'est super. Du coup, si vous avez un code comme ça, vous allez avoir un problème. Parce que sur VisionOS, il n'y a pas de dark ou de light. Donc vous devez utiliser ce qu'on appelle les vibrant materials. Et si vous utilisez les semantic styles, c'est-à-dire de dire typiquement le code que vous voyez à droite, vous allez le remplacer par un truc plus sympa du genre utiliser .fill, .tertiary. Comme ça évitera de vérifier est-ce que je suis dark ou est-ce que je suis white. Si vous vous demandez pourquoi Apple a décidé de prendre les light comme version par défaut pour les compatible apps, c'est-à-dire les apps qui n'ont pas été recompilées pour VisionOS et qui ne sont pas en mode glass, comme ça, c'est tout simplement que pragmatiquement, même après autant d'années de dark mode, il y a encore plein d'apps qui ne supportent pas le dark mode, donc ils ne peuvent pas les afficher en dark. Et faire un switch dark, ce serait un peu bizarre, quoi. Alors, on va regarder un petit peu les sheets et les alertes. Les sheets, elles sont toujours présentées de manière modale. Donc en fait, c'est marrant parce que c'est comme macOS. Et VisionOS, ce qui est particulier avec cet OS, c'est que ça hérite de certaines choses de macOS et certaines choses de iOS. Par exemple, le photo picker, qui normalement est pas un truc modal, ben sur VisionOS, il sera modal. Ensuite, ça va toujours repousser le contenu courant à l'arrière et le nouveau contenu va prendre la place de l'original. C'est-à-dire que vous voyez toujours ce qui est derrière. Évidemment, ça fait des trucs sympas ou plutôt strange, entre guillemets, dans le genre aussi, si vous avez 2 globes ici, bah, le globe de derrière, il va se mélanger avec la fenêtre de devant. Donc c'est à vous éventuellement de le cacher. En VisionOS 2, il y a un nouveau truc qui est où vous swappez les Windows. En gros, c'est le côté push qui va être intéressant dans tout ça. Donc je vous ai mis, c'est une app qui a deux windows. Donc la première, elle est marquée, et elle a un bouton push, et la deuxième, elle a un bouton dismiss. Et comme vous voyez à droite, ce qui se passe, c'est que là, les windows vont être swappés. Au niveau animation, il y a encore un peu de taf parce que c'est la bêta. Mais en gros, ce qui est intéressant dans ce code-là, c'est surtout que vous allez avoir le côté push window qui est nouveau. Avant, il y avait Open Window et Dismiss Window qui est juste en dessous. Donc ça, c'est nouveau. Alors, les Windows, c'est sympa, mais quand vous êtes dans un environnement 3D, à un moment donné, vous avez envie de faire un peu de la 3D. Et pour faire de la 3D, bah, vous allez soit utiliser des normal Windows qui vous pouvez faire en UIKit si vous voulez. Hein. Vous pouvez même faire de l'Objective-C. Si vraiment, si vous avez si vous avez un besoin de nostalgie profond. Si vous demanderez à votre grand-père qui vous aide. Mais les storyboards, je vous recommande pas parce que c'est pas vraiment supporté, mais vraiment pas du tout. Et donc voilà. Et puis storyboard, il est temps de s'en aller quand même. System Stuff qui aura des effets en 3D. Alors ça, vous voyez justement dans la vidéo, je vous ai montré qu'il y a des trucs comme des tab bars qui apparaissent devant, un petit peu devant. Donc c'est ce qu'on a. Moi, je vais appeler ça du 2.5D, quoi. En gros, c'est du 2D, mais par exemple, les ornaments, ça c'est ce que je montre au début, on reparlera un petit peu là-dessus. Ça c'est une tab view par exemple, et c'est configuré comme un ornament, on reviendra dessus. Mais après vous avez l'option de faire des volumes. Donc ça c'est le cube que je vous ai mis là. En gros c'est des cubes 3D. Je vous ai mis un cube dans le cube pour que ce soit un peu représenté, mais pour que vous ayez un peu une idée de comment ça se fait. Alors ce qui est génial, c'est qu'en VisionOS 2, enfin on peut les resizer, jusqu'à très peu, jusqu'à VisionOS 1, on ne pouvait pas resizer ces trucs, on pouvait juste les déplacer, ils ont toujours été déplaçables. Mais avant, si tu voulais voir le truc plus grand, il fallait se rapprocher en gros ou le ramener chez toi. Alors, il y a un exemple, un sample code de Apple qui est sympa, qui s'appelle World, Hello World. C'est sympa et ça vous montre notamment quelque chose que, par exemple avec les placement gestures, c'est-à-dire comment vous pouvez déplacer des objets, tout ça. Les sample codes, il faut toujours aller jeter un œil parce qu'on peut s'inspirer, on peut leur piquer du code. C'est pour ça que c'est là. Et je vous mets sur les slides, allez jeter un œil à la fonction update dans airsensity.swift parce que cette fonction va vous sauver un peu la vie.
dans Hello World, il y a des exemples de comment on charge un élément 3D qui est cette Terre. Alors il y a deux façons de le charger, soit avec le modèle 3D, juste on le met tout simplement. Pendant que ça charge, on a une progress vue. Si vous regardez un petit peu au moment où il charge au tout début, vous verrez qu'il y a un loading. Mais il y a une version un peu plus complexe qui est celle d'en dessous, où tu pourrais avoir un texte qui charge. Et si jamais il y a une erreur, tu pourras dire voilà, j'ai une erreur de chargement. Voilà. Et si une fois que tu es en mode success en dessous, il faut faire resizable pour que ça s'affiche. Alors, maintenant, on va passer en mode, le troisième mode, entre guillemets, on n'a pas les windows, on n'a pas les volumes, mais on est en complètement immersif. En immersif, ça va donner, c'est relativement similaire à ce que vous avez vu avant, au niveau code, c'est-à-dire que vous avez une app en haut, vous aviez vu, il y avait un push window, là j'ai un open immersive space, et donc dans mon body, j'ai deux trucs, j'ai un window group qui est juste une fenêtre avec un bouton, et ce qui est intéressant, c'est le Open Immersive Space qui va ouvrir le space en dessous, qui est identifié par un ID. Et là, j'ai le content dans lequel on ne va pas rentrer. Et j'ai les placement gestures, c'est le truc dont je vous parlais avant, qui me permet de déplacer le truc. Pour l'effacer, votre Immersive Space, ou votre window, vous appelez la méthode dismiss immersive space ici, ou dismiss space. Si vous vous demandez pourquoi elle n'a pas d'ID, en l'occurrence, c'est parce que vous ne pouvez afficher qu'un seul immersive space à la fois. Si vous essayez d'ouvrir un deuxième immersive space, il va vous mettre une erreur. Ça s'affichera en bleu dans Xcode, et en vrai, quand votre app va tourner, il ne se passera rien en fait. Ça ne va pas se crasher, mais l'utilisateur ne verra rien apparaître. Donc, enable to present another immersive space when one already requested, ça c'est l'erreur que vous verrez dans Xcode, mais, ou peut-être dans les logs d'ailleurs, j'en sais rien. Mais l'utilisateur ne va rien voir. Alors, en immersive space, en immersion style, quand on n'est pas dans ce qu'on appelle le shared space, donc le shared space, c'est là où vous partagez avec toutes les autres applications. D'ailleurs, vous pouvez vous retrouver très rapidement dans un véritable désordre organisé chez vous, parce que vous pouvez avoir des fenêtres partout, dans toutes les pièces d'ailleurs. Parce que c'est le truc qui est sympa avec VisionOS, vous pouvez mettre une app à la cuisine, vous pouvez mettre une app dans le salon, et je ne veux pas savoir quelle app vous avez dans la salle de bain. Mais vous pouvez. Et alors c'est marrant, c'est que vous les voyez à travers les murs aussi, ça c'est un truc de dingue, c'est que vous voyez l'app qui est de l'autre côté du mur, mais elle est un peu fadée de vous faire comprendre qu'il y a un mur entre eux si jamais vous voulez aller chercher l'app. Il y a trois modes. Le mode mixé, c'est celui dont je viens de vous parler. Le mode progressif, c'est-à-dire que ce que vous voyez dans cet écran, c'est que l'extérieur, là où vous êtes dans une espèce de galerie d'art, entre guillemets, c'est mon vrai monde. C'est dans le simulateur, mais on imagine que ce serait mon vrai monde. L'intérieur, où vous êtes à la mer, c'est l'immersif. Et le truc au milieu, c'est la vidéo. Ça vient d'une simple app d'Apple qui s'appelle Destination... je suis allé trop loin. Destination Video. Qui est un sample sympa aussi d'Apple. Et le troisième, c'est le mode full. Donc là, vous pouvez être complètement dans votre mode immersif. Alors, quand vous démarrez une immersive app, donc là, je vous le donne encore en 1000, là, vous voyez à droite, vous verrez au début le warning qui vient. Donc là, c'est une app qui, dès le départ, est en immersif. Donc, je charge juste la planète. Au début, il me dit évidemment faites gaffe, regardez autour de vous, il y a des murs, tout ça, machin, tralala. Donc est-ce que vous êtes vraiment sûr de partir en mode immersif? De mémoire, il vous le demande que la première fois, après il l'enregistre. Donc voilà. Et après, une fois que vous êtes là-dedans, vous êtes complètement ce qu'il y a autour de vous, vous le voyez pas, sauf encore une fois si quelqu'un s'approche de vous ou si vous allez trop proche d'un mur ou quelque chose comme ça. Je vais juste voir qu'il recommence au début. Parce que je me souviens plus de la longueur de la vidéo, donc je vais lui laisser 2 secondes. 3, 2, 1. Ah, voilà c'est ça. Stay aware of your surroundings. Faites gaffe, il y a des murs. Voilà. Alors, comment on change l'immersion? Au niveau code, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on passe un immersion style. On peut lui passer un binding si vous avez un petit peu, les bases de SwiftUI avec le $style. Quand j'ai vu apparaître $, dans SwiftUI il y a quelques années, je me suis dit ouais, PHP est de retour. Et donc vous avez 3 modes qui est mix, progressive et full. Et ensuite vous pouvez changer ça avec, par exemple ici c'est en gros quand je zoome à quel scale je suis en fonction de l'échelle à laquelle je suis, je vais changer l'immersion style. Heureusement on arrive tout doucement à la fin parce que je veux garder un peu de temps pour, j'espère, des questions. Un truc dont je vais vous parler, c'est des attachments.
Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire du Vision OS, j'ai évidemment fait beaucoup de choses en Reality Kit, donc en 3D, avec Reality Composer Pro, et je me demandais, pour afficher des bêtes choses, genre des boutons, tout ça, c'est un peu lourd quand même. Et puis après, j'ai réalisé au bout d'un moment que heureusement, on pouvait intégrer du SwiftUI. Donc vous pouvez faire, là, la première partie, c'est du Reality Kit, dans lequel je ne rentre pas dans les détails, mais imaginez... c'est du 3D à la SceneKit, SpriteKit, des choses ainsi. Donc c'est des concepts nouveaux à apprendre. Si vous n'avez pas fait de 3D et pas de XR avant, au début c'est un peu tendu. Mais heureusement, vous avez un truc sympa qui sont les attachments. Et donc les attachments, c'est vous définissez ça par un attachment avec un ID. Et au milieu, bah, ça c'est du SwiftUI typique. J'ai juste un texte, je pourrais avoir un bouton, je pourrais avoir tous mes contrôles SwiftUI sympa et où je suis à la maison, entre guillemets. Et derrière, je vais avoir un truc qui va être attachments.entity for text et rajouter ça à mon entité. C'est pour ça que vous voyez en bas, j'ai rapporté un bug à Apple. Pour l'instant, ils s'en tapent. Où je leur ai demandé de nous donner un truc un peu plus convivial quand même. Parce que franchement, une API où je définis après ce que je vais utiliser avant avec des strings. Quand je vois des strings, souvent, je pars un petit peu en vrille. Je me dis, on pourrait pas utiliser un enum ou un truc un peu plus sympa quand même. Pour l'instant, c'est toujours comme ça qu'on fait. Nothing new. Un autre exemple sympa, c'est HappyBeam. C'est là où vous allez pouvoir afficher plein de cœurs. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, un peu d'émotion quand même dans ce monde de brut. L'interface du jeu, elle est faite en SwiftUI, ça c'est plutôt sympa. Et tout ce qui est détection de cœur ou des choses ainsi, c'est fait en ARKit. Donc je vous recommande aussi d'aller jeter un œil là, si vous voulez voir comment on fait de la détection de gesture et tout ça. C'est quand même tendu comme code, mais il y a pas mal de choses qu'à mon avis vous pourrez copier-coller et comprendre à 80%. Les 20% qui restent, c'est bon. C'est un peu comme faire du bungee jumping et réaliser à un moment donné qu'on n'avait pas mis la ceinture. Et là, il y a pas mal d'inputs qui sont supportés. Ce qui est sympa, c'est notamment parce que vous pouvez utiliser vos mains, mais vous pouvez aussi utiliser un game controller. Je vous dis que c'est sympa parce que quand vous faites tourner les trucs dans le simulateur, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. La détection des mains, il n'y a pas de simulateur de main dans le simulateur. C'est juste, vous avez un pointeur qui en gros est votre doigt, ou vos yeux plutôt en l'occurrence. Et heureusement, si c'est supporté comme ça, c'est sympa. Justement, à propos de support, on va parler maintenant pour terminer, je vais vous parler de pas mal de sample apps de chez Apple, en vous expliquant à chaque fois ce qu'elles font, comme ça, et dans les slides, il y aura les liens directement. Il y en a une, la première, c'est Swift Splash. J'ai oublié le lien, apparemment. Je le mettrai après. Ça permet de créer une espèce de roller coaster en interactif. Et donc, pour tester si à la fin vous allez bien, vous n'avez toujours pas besoin d'un saut, mais a priori, je connais encore personne. Et Diorama est quelque chose qui vous permettra de designer en 3D en gros avec Reality Composer Pro et de voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est bizarre, j'ai pas les liens, donc on va voir combien d'apps j'ai. Ensuite, il y a cette fameuse Reality Kit Drawing App qui est vraiment dingue parce que je réalise qu'effectivement il me manque des sample apps à la fin. Je sais pas, je dois avoir une ancienne version ou quoi. Donc soit, on arrêtera là. Qui vous permet de dessiner avec vos doigts et ainsi de choses. Il y a plein d'autres apps que j'avais dans mes slides, mais je crois que j'ai redémarré en Sonoma et donc c'est parti. Donc vous regarderez les slides après. Parce que s'il y a un truc sur lequel je veux terminer, c'est que c'est un exercice qui est assez génial, c'est que Apple nous a mis plein de sample apps. En fait, pratiquement toutes les sessions ont une app exemple avec des exemples phénoménaux. De mémoire, il y a un truc qui s'appelle Botanist qui est avec des robots. Il y a aussi sur la session Tabletop Kit un exemple d'un jeu sur une table en gros où vous avez plein de choses sympas comme ça. Donc il y a plein de choses ainsi comme ça. Et pour le reste, voilà tous mes contacts. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui veut faire du Vision OS, dites-le moi. J'ai oublié de vous dire au début que je bosse pour une boîte qui a eu la sympathie de me laisser venir ici, qui s'appelle Quartet Mobile. Donc j'espère qu'on sera en contact sur LinkedIn et j'espère que maintenant vous avez 2-3 questions pour moi. Merci.
2, 1, 2. On m'entend. Bonjour, merci pour le talk. Alors j'imagine que tu n'es pas médecin, mais moi en tant que parent, je dis à mes enfants de rester à 2 mètres de mon écran Full HD. Est-ce que tu sais s'il y a déjà eu des articles décrits sur le fait d'avoir 2 écrans 4K en permanence à 3 cm des yeux? Je ne suis pas médecin, mais j'ai quelques enfants. Avec une instite. Donc même si on n'est plus ensemble, on se parle très très souvent de ces sujets-là, régulièrement, parce qu'effectivement elle flippe un peu et je la comprends. Alors la première chose à dire, c'est que ce qui est important, c'est que en fait, ce qui est important, c'est pas tellement la distance à laquelle tu es, mais c'est vraiment alors, je sais plus t'expliquer ça, mais il y avait une explication là-dessus sur le fait que en fait quelque chose qui est en face de tes yeux comme ça, c'est pas plus grave entre guillemets qu'un écran à X mètres de toi. Je me souviens plus des détails. Mais ce qui est intéressant dans ta question, c'est le monde dans lequel on va vivre, dans lequel nos enfants vont grandir. Moi, je me pose des questions assez évidentes là-dessus aussi, parce que hormis le fait que tu vas peut-être avoir tes yeux en face d'un écran toute la journée, tu vas surtout voir un monde virtuel, donc un monde augmenté. Donc si à un moment donné le vrai monde te correspond pas, ou si tu es surpris, il y a des questions sociales à se poser là-dessus, évidentes. Et c'est pour ça que il faut que Apple fasse son travail au niveau médical. Ils ont des docteurs et tout ça qui travaillent sur comment le cerveau fonctionne, machin, tralala. Au niveau pour contrôle parental, j'aimerais bien qu'un jour Screen Time fonctionne quand même mieux que ça fonctionne, parce que c'est un peu le truc, ils ont abandonné carrément, j'ai l'impression, ou alors est-ce que mes enfants sont trop smart et ils arrivent à passer autour, je sais pas, ça doit être peut-être ça. Et au final, le truc le plus important, c'est, je vous ai dit au début que je suis impliqué politiquement et que je suis assez en contact avec les gens au gouvernement européen, l'important c'est de mettre des lois autour de tout ça. Même chose avec l'IA, hein. Si on ne nous met pas des lois, nous en tant que dev, on peut vous programmer tout et n'importe quoi. On peut être les pires merde. Donc il faut mettre des lois autour de tout ça, il faut faire gaffe à ce qu'on puisse pas faire n'importe quoi. Et nous-mêmes, en tant que dev, quand tu devs un truc, tu dois commencer par te poser la question, est-ce que ce truc-là, ça a du sens? Mais ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'on va vivre dans un monde où en tout cas nos enfants vont grandir dans un monde totalement différent, et nous aussi rapidement, je pense. Et je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de possibilité de s'épargner ça, mais il faut juste qu'on le fasse le mieux possible, quoi. Merci, parce que quand tu vois déjà tous les dark patterns qui sont mis en place sur le mobile, voire même les choses qu'on commence à voir sur le fait qu'il faut absolument que tu aies les yeux vers le téléphone quand il y a une publicité, j'imagine que toutes les personnes du marketing et qui veulent vendre des produits, ils vont se faire plaisir avec ce genre d'appareil après, quand on va avoir des SDK qui vont permettre de faire ce genre de truc. Alors un truc que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que tu peux pas tout faire, absolument tout, avec le Vision Pro. Tout ce qui est dans le Vision Pro, tu n'as pas accès à tout, donc à toutes les caméras, à tous les sensors, tout ça. Il n'y a pas de heatmap, tu sais pas où j'ai regardé, tu vois, par exemple. Mais depuis cette année, Apple a une version spéciale pour les entreprises où tu peux demander pour avoir plus d'accès. Et eux-mêmes, ils le savent qu'ils doivent faire gaffe, parce que c'est fait pour, par exemple, des entreprises de logistique, pour que tu puisses scanner directement des barcodes QR, machin, tralala. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent faire gaffe sur ça. Donc, ce que Apple sait, c'est que voilà, with great powers come great responsibility. Donc, il faut faire gaffe à tout ce qu'on fait avec cette technologie, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci pour le talk. Moi, j'avais suivi le lancement, l'annonce, tout ça, et j'avais lu à l'époque, ça va avec ce que tu viens de dire, que les apps qu'on faisait sur Vision Pro, elles n'avaient pas accès au flux vidéo direct. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce qu'ils ont retravaillé tout ça? Non, c'est toujours le cas, heureusement. Ça va toujours être la même chose avec tout ce que Apple fait en tant que dev iOS. Évidemment, tu sais que tu ne peux pas faire tout ce qui se fait sur Android, mais tu dois vivre avec, et souvent, c'est pas une mauvaise chose. C'est la seule exception, c'est, je vous invite à regarder la vidéo DubDub sur Enterprise APIs ou un truc comme ça s'appelle, où tu as besoin de dire à Apple, voilà, je suis telle société, tu as besoin d'un profil, d'un entitlement pour te donner accès à certaines ressources, mais de base, il y a beaucoup de choses auxquelles tu n'auras pas accès. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui viendront et qui diront, ouais, mais c'est dommage, on pourrait faire ça, ça, ça et ça. Mais c'est toujours, je crois que chez Apple, ce qui se passe, c'est qu'ils réfléchissent
souvent très longtemps, des fois trop longtemps. Un copy-paste, ça a quand même duré très longtemps à l'époque, pour savoir comment on va faire les trucs bien, en fait. Tu vois, plutôt que de lancer le truc en premier, et après on verra, quoi. Donc, pour l'instant, ça m'a pas posé d'énormes problèmes. C'est plus un problème qu'il y a 2 ou 3 trucs qui fonctionnent pas formidablement en SwiftUI. Il faut un peu les patcher avec du UIKit. C'est plutôt ça le vrai problème, entre guillemets. Ouais. Allez, une 3e pour la route. Ou une 4e même. You're allowed to ask in English. Yes, great presentation, thank you. Thanks. I was wondering, because Apple released the Vision Pro, do you think it's quite expensive when you compare to others? Do you think they are preparing, let's say, what happened with Apple Watches, so SE version, like a reduced with some kind of camera? And if yes, do you think they will remove, for example, immersion mode, because then they will require less cameras or something? Yeah, so that's... Yeah. So I think one of the things is Vision Pro is called Vision Pro for a reason. They start speaking a lot about vision. If you look on their website or other stuff, they don't speak about Vision Pro, they speak about vision. So definitely we will have a Vision instead of Vision Pro, but I think it won't be a new version with less stuff. I think this will be the current Vision Pro, which will be sold as it is and rebranded as Vision, and then we will have the next Vision Pro, which will be, I don't know, smaller with more, as I was mentioning, N4 and whatever. Will it be cheaper? Definitely, most probably, but it won't be 500 euro. It won't be 1,000 euro. It might be 2,000 euro, maybe 2,500. So right now it's 4,000. Yeah, sure, it's a lot of money. I would argue that it's not expensive, but it's a lot of money. Not everybody can afford that, but if you sum up all the technologies which is inside of it, you quickly realize it's worth the money. Yeah, and that's the price we pay early adopters for it. I think a bunch of people who have bought the Vision Pro, like I will do on the 28th, are developers and they have a use case for that. So, yeah. All right, thank you. J'ai une question bête sur le tibia dans la table basse. C'est-à-dire que, par exemple, sur un Quest, on va délimiter une zone. Donc là, le Vision Pro nous prévient si on s'approche d'un mur. Si on s'approche d'un objet qui est un petit peu bas, est-ce qu'on peut s'éclater le genou dans une table? Il ne va pas nous montrer la table, en fait. Je n'ai jamais essayé de m'éclater le tibia. Mais écoute, ça tombe bien, puisque comme c'est l'euro, on va encore éclater 2-3 tibias. Je voudrais juste dire que je ne suis pas un fan de foot, hein, mais comme je suis un peu un Belge né en Espagne et qui vit en Allemagne, j'ai 3 chances, quoi. Mais ouais, non, c'est une bonne question. Je crois que le Vision Pro de mémoire traque pas trop tes pieds ni tes tibias, en fait. Donc je crois que tu vas te prendre le tibia, en fait, je pense. Ouais. Je te cache pas que moi j'ai eu la chance de l'avoir pendant une journée sur mes yeux, une journée entière. Puis après, quand j'étais à une conf il y a pas longtemps, il y avait un gars qui en avait amené un, donc j'ai un peu joué encore avec. Je vais vraiment commencer à m'éclater à partir de mi-juillet où je vais l'avoir, et là je vais découvrir ce qui va et ce qui va pas. Moi j'avais l'impression qu'il y avait peu de choses qui te différencient, qui te mettaient une barrière par rapport au monde réel, c'est-à-dire que tu vois le truc. Ouais, par contre en immersion c'est tendu, quoi. En immersion, je pense que je vais pas faire beaucoup d'immersion parce que ça me fait un peu flipper, en fait. Juste, j'ai oublié de préciser, il y a un nouveau truc avec le partage d'écran sur macOS, c'est que tu peux maintenant être aussi complètement en immersion, donc tu peux programmer sur la Lune, en fait. Mais ouais, le côté immersion, moi je suis pas un énorme fan de VR, je suis plus un fan de AR. Parce qu'entre autres tu vois ton truc. Le seul truc, c'est qu'il faut rajouter une dernière chose, c'est que actuellement ton monde virtuel est vachement plus précis que ton monde réel. Ça tient au fait que les cams qu'ils ont mis, c'est des 12 mégapixels. C'est pas génial, mais si tu mets des cams de 24 mégapixels, tu seras plus à 12 millisecondes, tu seras à 24 millisecondes. Donc ils ont fait un compromis entre mettre une moins bonne caméra pour rester à 12 millisecondes. Ça veut dire que quand tu vois ton monde réel, tu as un peu l'impression de regarder un iPhone avant l'iPhone 4, en fait. Tu as des pixels, en fait. Et donc si tu regardes ta montre, si tu regardes ton iPhone, c'est pixelisé. Ça va être définitivement... ça va être réglé dans la prochaine version. Je suis assez sûr qu'ils vont arriver avec un R2 qui va nous sortir du 24 ms.
Donc, mais ouais, j'essaierai avec mon tibia et je te dirai. En tout cas, Oculus, Facebook, ils évitent ça en te forçant à dessiner une zone où tu sais que tu seras safe dans cette zone. Ce que Vision ne fait pas pour l'instant. Ouais. Mais ça oblige l'utilisateur à dessiner un truc, c'est pas très user-friendly. Et l'immersion s'arrête. Si on bouge de quelques mètres, l'immersion s'arrête. Ouais. Ah ouais, ça c'est. Ouais, t'as raison de le dire. Ouais. Dès que tu bouges, dès que tu bouges, ton immersion ça disparaît. C'est vrai, j'ai oublié de le noter. C'est-à-dire que là, tu es en immersion. Dès que tu vas bouger un tout petit peu, tu vas sortir de l'immersion complètement par rapport à ça. Mais ils pourraient clairement, ils peuvent s'inspirer. C'est ce qu'ils font d'ailleurs des autres plateformes qui sont là depuis longtemps. Ce que Apple veut éviter de faire, c'est des trucs un peu pourris au niveau UI et UX, quoi, tu vois. Donc je pense qu'ils préféreront sacrifier 2 ou 3 tibias. Ouais, c'est un peu typique Apple, quoi. Tu vois. Voilà. Mais sinon, je suis encore là, il est midi, donc je pense qu'on va aller manger, mais je suis encore là toute la journée, donc je suis très très content d'être là, de discuter de ça et d'autres sujets. Et merci, voilà, merci beaucoup pour le talk. Pensez toujours pareil à Open Feedback, n'hésitez pas à laisser des feedbacks sur l'application. Effectivement, on va aller manger, on se retrouve à 14h, on parlera low code, no code. Et voilà, bon appétit, tout à l'heure.